Hey yo les chroniqueuses et les chroniqueurs, j'espère que vous allez bien, je vous laisse tout de suite avec la danse de la joie. Ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 TNT. Car oui, nous sommes plus de 300 aujourd'hui sur cette chaîne, ça fait 6 mois qu'elle a ouvert, et donc je vous remercie énormément. Nous sommes 321, à l'heure où je vous parle, on est le 24 septembre et il est 13h47. Donc merci de suivre les aventures, a priori ma tête vous revient, je ne dis pas que des bêtises, et le concept vous plaît, donc je vais continuer sur ma lancée cette année. Donc je vous avais promis de parler d'antiquité pour la vidéo des 300 abonnés. Et nous allons en parler, mais dans une perspective médiévale. Je vous propose d'étudier la question de la rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est une question ouverte. Y a-t-il eu rupture entre l'Antiquité et le Moyen-Âge? Pour commencer, saviez-vous qu'au 7e siècle, la chronique de Pseudo-Frédéguerre aurait écrit que la région barbare des Francs aurait été fondée par des vaincus de la guerre de Troie. Donc des soldats vaincus à la guerre de Troie se seraient installés entre le Rhin, le Danube et la mer, conduits par un certain Francus. Cet amour pour les mythes et l'Antiquité se retrouve dans les représentations littéraires, artistiques de la période médiévale. On n'a aucun mal à admirer les héros mythologiques. Il y a peu de temps, sur un groupe Facebook de passionnés d'histoire, j'ai vu passer un texte sur les massacres des Saxons par Charlemagne. Et beaucoup d'entre vous, je pense, ont une vision très guerrière de cet empereur. Eh bien, figurez-vous que Charlemagne a une passion pour la culture latine en particulier. Il va souhaiter faire de la France une seconde Athènes, une Athènes nouvelle. Après la chute de Rome, il y a eu un petit déclin de la culture latine. Et Charlemagne remet à l'honneur la culture latine. Il va donc aller en Italie, au Mont Cassin, là où on peut retrouver les originaux des auteurs latins, pour que tous ces textes soient copiés et diffusés dans les écoles de l'Empire. Donc ce goût personnel de Charlemagne pour la civilisation antique va se diffuser dans toute la région et le Moyen-Âge revendiquera jusqu'à la fin l'héritage antique. Donc on va trouver les textes de Ovide, Cicéron, Lucrèce, Virgile dans les abbayes bénédictines du 9e au 12e, 13e siècle. Au Xe siècle, malheureusement, vous savez que la mort de Charlemagne va créer la division de l'Empire et donc c'est une période trouble, d'insécurité, et quand il y a une période d'insécurité, il y a une baisse intellectuelle parce que les échanges sont beaucoup plus compliqués, les routes sont dangereuses, etc. etc. Bref, donc pour généraliser, il y a au Xe siècle un recul de ce goût pour la civilisation antique. Il y a quand même des écoles, notamment les écoles monastiques, qui conservent ces documents et continuent de les copier. J'ai noté par exemple celle de Aurillac qui a formé Gerbert, futur pape, et qui est spécialiste de la logique d'Aristote. On passe le 11e siècle qui est à peu près dans la même continuité que le 10e siècle et on arrive au 12e siècle. Et là c'est la réapparition totale de ce goût pour l'Antiquité. Donc on a Bernard de Chartres qui est un grand intellectuel de la période et qui est qualifié par Jean de Salisbury qui est aussi un grand intellectuel côté anglo-saxon de la période qui qualifie ce dernier comme le plus parfait platonicien de sa période. Mais évidemment c'est un platonisme christianisé. D'ailleurs je vais expliquer brièvement plus tard comment on peut christianiser Platon et tous les auteurs latins. Donc les auteurs latins, la poésie latine va inspirer les chansons de gestes. C'est à cette période-là une effervescence culturelle, la construction des premières cathédrales gothiques, le triomphe de la dialectique, la création plus tard de la Sorbonne. Bref, c'est un âge d'or intellectuel culturel qui se revendique toujours de l'Antiquité. On pourrait parler d'une renaissance à cette période-là, mais évidemment le terme est consacré à la fin du 15e et 16e siècle pour les idées humanistes. Mais quelle est la différence donc entre cette période-là et l'humanisme? Eh bien ce n'est pas du tout le même but. Le Moyen-Âge veut assimiler cette culture antique et la christianiser. Le christianisme doit retenir tout ce qui est vrai, beau et juste dans l'Antiquité païenne et lui redonner une nouvelle place et l'enrichir de la pensée chrétienne. On veut établir une continuité entre l'Antiquité et la pensée chrétienne du Moyen-Âge. L'historien Gilson dira sur le moine Abélard « Ne pouvant paganiser le christianisme, il résolut de christianiser l'Antiquité ». Mais donc fin 12e et 13e siècle, ce sont les siècles des croisades. Et donc il va y avoir la rencontre entre l'Orient chrétien, et donc c'est là que les textes scientifiques vont arriver en Europe et on va voir par exemple l'intégralité des œuvres d'Aristote. Mais tous ces documents qui arrivent de l'Orient, du monde arabe, de l'Espagne musulmane, vont être scrutés, observés, traduits, recopiés. On veut retrouver le texte dans sa langue originelle pour être le plus sûr, le plus précis sur les termes.
termes. Donc on va les retraduire en grec. Bref, tout cela va susciter un émerveillement immense de la part de toute la sphère intellectuelle en Occident. Vous avez remarqué que je vous ai parlé de philosophie, d'art, de littérature, et évidemment, il faut ajouter le droit romain, qui se base donc sur le code justinien et qui a fondé le droit occidental et dont on hérite encore aujourd'hui. Mais on a quand même observé qu'à la chute de Rome et la dislocation de l'Empire romain, le droit romain s'est un peu affaissé et a été mêlé au droit germain, au droit barbare. Et donc ce droit romain va être réétudié, remis à l'honneur dans l'université de Bologne. Et donc on considère que ce droit romain c'est le véhicule de la civilisation antique et qui est un facteur de continuité entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Par exemple, saint Thomas d'Aquin va s'appuyer sur le droit romain pour expliquer les anges. Il va faire le parallèle entre les 9 catégories d'anges et les fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'Empire romain. Et tout ce grand blabla pour vous dire quoi ? Que faut-il retenir de cette vidéo? Eh bien, il faut retenir que la civilisation antique n'a pas été regardée comme une pièce de musée par les sociétés médiévales, mais toute cette culture antique a été assimilée, intégrée à la mentalité de l'Occident chrétien médiéval. Et j'entends certains dire que c'est faux puisque les idées des antiques ont été interprétées à la manière chrétienne. Et j'ai envie de leur répondre. Est-ce vraiment une trahison que de réinterpréter aux idées du jour une pensée? Est-ce une trahison que de prolonger les idées de quelqu'un? Puisque finalement, grâce à cette réinterprétation, cette assimilation, cette adaptation, les idées de l'Antiquité ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et là, ça nous indique quelque chose de très intéressant sur la mentalité à la période médiévale. Alors que la Renaissance, que l'humanisme de la Renaissance est tourné vers le passé, vers l'Antiquité, le Moyen-Âge, lui, a un humanisme présent. On fait vivre les idées maintenant et on les adapte à aujourd'hui. Voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. J'ignore combien de temps elle a duré parce que j'ai encore tout le montage à faire. Donc j'espère que les amoureux de l'Antiquité seront contents qu'on en ait parlé aujourd'hui et que vous en apprécierez davantage le Moyen-Âge qui lui aussi a été un amoureux de la civilisation antique. Je tiens encore à vous remercier pour votre soutien depuis ces quelques mois. J'espère qu'on va continuer l'aventure encore longtemps. Je tiens aussi à remercier les internets qui m'ont fait de la pub hier sur leur Twitter, leur Instagram et leur Facebook. Merci beaucoup. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ça fait Zumba, café, carnaval, je suis dans le 4x4 TNT.